On est parti? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit clap avant de commencer? Clapez les Ben, mains. rapproche-toi. Toi, t'es pas très courageux. Vous êtes capable de faire du vélo. C'est parti! Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans, L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Eh bien, bonjour monsieur le maire. Et bonjour. On est au Wavre, dans les Vosges, pour la 3e interview de l'échappée tricolore. Et donc on va vous interviewer à propos de votre parcours, de vos actions pour la commune des Vouavres, et puis de vos idées sur des thématiques plus générales. Et donc pour commencer, en vous détachant un petit peu de votre fonction de maire, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'homme avec votre métier, vos passions et tout ce qui vous anime? Voilà. Ben, très rapidement, parce que j'ai 71 ans et c'est un peu plus long que si j'en avais 40, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si je suis né, comme tout un chacun. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis un Capricorne. Je suis né le 11 janvier 1950 à Châtel-sur-Moselle. C'est une bourgade qui est dans le centre, près d'Épinal, dans le centre du département des Vosges. Je ne suis pas originaire de ce village. D'accord. Ça, c'est très important. Je suis originaire d'un village de 100 habitants. 100 habitants. Pas parce qu'il n'y a pas d'habitants, hein. Oui. 101 habitants, d'accord, qui s'appelle Bouxières-au-Bois. Je suis fils de paysans, comment dirais-je, oui, fils de paysans dans ce village-là, et avec cette culture rurale et culture liée à l'époque et à la façon de la société en place à cette époque-là, c'est-à-dire après la guerre de 1939-1945 et au début un peu des 30 Glorieuses, quoi. Je suis je suis encore marié, d'accord. J'ai 3 enfants et j'ai 6 petits-enfants. Ok. Deux. Félicitations. Oh bah, moi, je suis pour pas grand-chose, hein. J'ai constaté. Et quel métier exercez-vous avant Et là, je crois qu'il faut raccourcir. Ok. J'ai exercé différents métiers Très bien. qui sont de, comment dirais-je, la première fonction ou la première paye, on va dire ça comme ça, la Oui. première paye, c'est celle d'ouvrier agricole, D'accord. d'accord. La deuxième, c'est celle de douanier, D'accord. hein. Et la dernière paye, ce n'est pas vraiment une paye, c'est une rémunération dans la mesure où je suis un indépendant depuis toujours, Ok. et notamment dans tout ce qui touche au commerce, agent commercial, etc. et différents magasins, et notamment des magasins de fleurs. D'accord. Voilà, donc tu vois, un parcours un peu Divers. Bien compris. divers, oui. Et puis j'enlève tout ce qui est dans le milieu. Parce que j'ai terminé à vendre des fleurs, Ouais. mais j'ai débuté en vendant du chewing-gum. Ah, d'accord. Ce qui pousse rarement sur les arbres. Ouais, c'est vrai. Eh bien, maintenant que vous nous avez présenté un petit peu qui vous êtes, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune avec le nombre d'habitants, son département, sa région, et puis un petit peu ses spécialités, s'il y en a, ou ses spécificités? Oui, la commune s'appelle les Vouavres. Sa spécificité, elle est dans un secteur qui s'appelle la Vosges, dans le département des Vosges. La Vosges, V-O-G-E, avec un petit accent circonflexe sur le O, d'accord? Ça veut dire qu'on est ici, on n'est pas en montagne, on n'est pas en plaine. On est dans une région intermédiaire. Ce territoire, il est rattaché au point de vue bassin versant à Rhône, Méditerranée, Corse, agence de bassin. Ça veut dire qu'on est à la limite de du partage des eaux, avec source de la Saône très proche et source d'autres rivières comme la Meuse, comme le Madon qui se jette dans la Moselle, etc., etc.
La particularité de notre territoire, c'est que j'ai découvert, hein, parce que je suis de la plaine, pour faire simple. Je suis plus de la plaine des Vosges que de la Vosges, puisque je ne sais pas mon village d'origine. Et quand j'ai découvert ce territoire, je me suis aperçu de plusieurs choses. Premièrement, beaucoup de forêts. Donc l'eau et la forêt sont les deux éléments principaux de ce territoire-là. Beaucoup d'étangs, beaucoup d'étangs qui avaient leur utilité pour l'énergie. Hein, beaucoup de petits ruisseaux, beaucoup de moulins, c'est pas forcément à farine, hein, c'est pour alimenter des forges, etc. Enfin un passé industriel assez important. Tout s'est terminé au début du XXe siècle. Et puis quand l'électricité est arrivée, et puis une forme d'indépendance des agriculteurs dans la mesure où l'habitat est dispersé. Et ici, les maisons, il y a très peu de maisons qui sont accolées les unes aux autres, des maisons mitoyennes. Moi, je viens d'un village rue où chacun, le village, toutes les maisons sont accolées les unes aux autres. Et ici, même en face, vous avez des maisons, il y a des fois, il reste 1 mètre entre deux maisons. Quelquefois, il reste même que 30 cm. Mais il y a donc une forme d'indépendance qui transparaît de par l'histoire. Et ce village, quand je suis arrivé ici, je me suis installé il y a 40 ans dans une ferme isolée. Et dans cette configuration-là, il y avait 200 habitants. D'accord, population vieillissante, et aujourd'hui, on est 330. Par rapport aux actions qui ont été menées dans la commune, on en parlera peut-être après. Oui, tout à fait, très bien. Et donc avant de passer justement à toute cette partie initiative que vous avez menée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez souhaité être maire, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire, à vous présenter, et puis depuis quand est-ce que vous êtes maire et avec combien de conseillers municipaux? Oui, alors, quand je suis arrivé avec une culture qui était normalement identique à celle de ce village, hein, puisque quand on vient d'un village à 30 km, on devrait avoir 30 km plus loin, dans la même région, on devrait avoir la même culture. Or, j'ai découvert quand même la difficulté que l'on a d'être dans une position d'étranger. Quand tu viens d'un autre village, quelle que soit la distance, 30 km, c'est quand même pas très très loin, n'ayant aucune famille, aucune attache locale, tu es un étranger. Et donc, on te considère comme tel. Et il y avait, parce que c'est plus d'actualité maintenant, les choses ont évolué heureusement, il y avait une forme de rejet de toute nouvelle façon d'être. Et moi, ma façon, elle a toujours été d'être d'une indépendance folle, et d'être, puisque je suis classé comme un rebelle. Donc, je l'ai payé d'ailleurs, c'est-à-dire on ne m'a pas fait de cadeau au départ, quoi. Donc ça m'a tellement titillé que je me suis dit, je ferai en sorte de prouver que je suis plus les Voivres que les gens des Voivres. Autrement dit, quand je suis arrivé, j'ai découvert la commune à pied. À l'époque, je pouvais facilement marcher, voire courir. Mais j'allais dire, je connais la commune, le territoire de la commune au mètre carré près. Ce que les locaux ne connaissent pas. Parce qu'ils ont leurs habitudes, ils vont toujours au même endroit, on travaille tous comme ça. Et en fait, c'est d'ailleurs étonnant, hein, il fallut la Covid pour faire découvrir un peu plus la France aux Français, quoi, hein. On va moins à l'étranger, on va, oh merde, c'est pas mal à côté, tiens, il y a ça. Ben, c'est pareil, localement. Et donc, ça m'a donné, premièrement, j'aime ce territoire, je l'ai tout de suite aimé, parce qu'il a une force, la nature est forte ici. Et puis, j'ai souhaité m'investir dans la mesure où je sentais une déprime, une déprise, une fatalité. Bref, je suis tombé dans un village où les gens vieillissants, et puis tout est foutu, quoi. Il n'y a plus rien à faire, on est au bout de tout,
On est à la limite de la Haute-Saône, on est au bout de la Lorraine, proche de la Franche-Comté, on est en territoire frontalier, et donc et régions différentes aussi, donc tout cela. Et finalement, je me suis dit, mais non, il y a tellement d'atouts. Je suis un commercial, donc moi je regarde ce qui est positif. Et toujours regarder ce qui est positif. Le négatif, il faut l'enregistrer, mais après tu te dis, je vais déjà regarder les valeurs qu'il y a localement. Et donc c'est ça le sens de mon investissement. Ça a été de dire, je veux faire quelque chose pour ce secteur-là. Je veux m'y investir. Je veux, et donc j'ai été titillé aussi pour cela, et notamment par l'ancien maire qui ne m'a pas trop fait de cadeau au départ. Et donc, en fait, c'est un accélérateur. Plus on m'emmerde, plus je suis bon. Voilà. Et donc, j'ai passé ma vie à être pas mauvais dans la mesure où on m'a beaucoup emmerdé. Je l'ai d'ailleurs, j'ai salué tous ceux qui m'avaient savonné la planche, qui m'avaient envoyé les pots de banane et tout ça, parce que finalement, ils ont obtenu exactement l'effet inverse, c'est-à-dire ça stimule, quoi. Et donc voilà quoi. Et ça a démarré tout simplement par l'organisation de la fête patronale qui n'existait plus ou qui n'allait plus exister faute de combattants. Et donc la première action qui a été faite, ça a été de relancer cette fête et avec un succès qui dépassait tout ce que vous pouvez imaginer, mais avec une technique commerciale. Toi, tu vas me ramener 20 personnes. Toi, tu vas m'en ramener, toi, tu connais, toi, tu m'en ramènes 30. Toi, tu m'en ramènes 10, toi, tu m'en ramènes machin, etc. Tu vois, engager les gens dans une démarche, les responsabiliser. J'ai toujours eu cette volonté de mouiller les gens dans leur... et donc de les obliger à... De les impliquer. De les impliquer. Et ce qui fait que pour faire simple, cette fête qui avait fait 18 entrées sous un chapiteau pour le bal de la fête traditionnelle, l'année suivante, avec cette technique-là, on en a fait 550. Donc on est passé, tu vois, c'est multiplié par je sais pas combien. Et l'année suivante, 600, etc., etc. Ce qui fait que, en impliquant comme ça, donc après, tu deviens un moteur, tu deviens un leader, quoi, voilà, quoi. Donc ça a été très rapide, enfin très rapide, non, mais j'ai constitué une liste à une élection municipale. C'était la première fois qu'il y avait une deuxième liste dans ce village, et cette liste, ma liste a été battue. Elle a été battue de 2 voix. J'ai été élu conseiller municipal, entre guillemets, d'opposition avec un collègue. Mais quand je dis de 2 voix, c'est une réalité, parce que je crois qu'il y avait 174 personnes inscrites sur les listes électorales. Il y a eu 174 votants. Ah oui. 100%. On a un diplôme d'honneur de civisme, comme quoi qu'on a 100% de votants à une élection. Okay. Donc ça veut dire que les 2 clans existaient, quoi. Donc celui qui a été battu, c'est-à-dire le mien, en gros, je dis clan volontairement parce qu'à l'époque c'était un peu ça, et bien on a gagné le coup d'après. Ça veut dire que la première élection c'est 83, et la deuxième élection je suis devenu maire en 89, donc j'ai un peu plus de 30 ans maintenant de maire. Ininterrompu. Comment ? Sans interruption ? Ouais, ça va pas, oui, bien sûr, les interruptions, non mais... Et à chaque fois avec une liste opposée. Chaque fois, il y a quand même une liste opposée. Parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas laisser indifférent, donc forcément avec des initiatives qui sont fortes ou pas à la hauteur quelquefois de ce que peuvent penser d'autres, en se disant mais ça va trop loin, c'est trop important, c'est trop cher, c'est trop machin, etc. Voilà. Merci Monsieur le maire pour votre présentation, pour votre parcours. Maintenant on va passer à la partie sur vos idées, vos actions pour votre commune au niveau vraiment local. Et tout d'abord je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y a une initiative dont vous voudriez nous parler et dont vous voudriez mettre en avant depuis le début de votre fonction de maire ?
Alors là, c'est très compliqué parce que chacun aime se raconter. Hein. On aime bien jouer les anciens combattants, mais il y a une logique. C'est-à-dire, on a déplacé un curseur au départ qui était celui de la volonté de maintenir l'école. École qui devait fermer. Je suis arrivé comme maire, l'école fermait. Voilà, j'avais l'arrêté de fermeture d'école. Ça a été un refus de ma part, et un refus, j'ai entraîné le conseil municipal dans ce refus, mais on n'a pas manifesté, machin, truc, cela. On a fait autrement. J'ai constaté, c'était facile à constater, qu'il y avait beaucoup de maisons abandonnées dans le village. D'accord. Hein, abandonnées pour leur utilisation, hein, dans la mesure où le village a compté 700 habitants au siècle d'avant. On était à 200, donc tu vois, il y a de la place vide, quoi. Et donc l'idée proposée, ça a été de racheter des maisons, de les mettre à disposition de familles avec enfants, mais pour être attractif, puisqu'il n'y avait pas de réponse d'emploi dans le secteur, parce qu'il n'y avait pas d'économie traditionnelle, c'était de faire en sorte que les gens qui venaient chez nous puissent accéder à la propriété. J'ai joué la carte de l'accès à la propriété. Donc la commune se transformait en banque, prêtait aux nouveaux habitants, avec une démarche commerciale, par le biais de la communication, par le biais des médias, acheter une page de journal complète pour dire on recherche famille avec enfants, et que ces familles-là modestes, et on a comme cela, qui a répondu, des familles, disons, en difficulté, qui savaient que jamais elles ne pourraient avoir un prêt bancaire, jamais elles ne pourraient avoir accédé à quoi que ce soit. Et donc celles-ci, eh bien, elles avaient le bonheur d'avoir des enfants. Et donc de 9 élèves qui étaient le seuil de fermeture déclaré, l'année suivante, on s'est retrouvé quand même à plus de 6 et 5, 11, on s'est retrouvé à 20 élèves, donc avec la potentialité de rester ouvert, parce que 2 familles, une avec 6 enfants, une avec 5, ben, ça faisait les 20 demandés. L'année suivante, on est passé à 35 gamins, et l'année suivante, on est passé à 52 gamins. Ça veut dire qu'on est tout de suite monté en puissance, et on a racheté énormément de maisons, etc., etc. Aujourd'hui, on a encore 27 logements sociaux, communaux, 27 pour la taille et on a dû acheter un peu plus d'une vingtaine de maisons. D'accord. Toutes ne sont pas reparties à la propriété individuelle, il y en a qui restent avec propriété communale. Donc c'est assez particulier. Alors, et cela, ça a entraîné quoi? Alors j'allais très rapide parce que vous allez dire, il n'y a pas le temps. Donc ça s'est entraîné aussi, purée, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout des feignants que t'as, c'est tout des cassos, c'est tout des machins. Eh ben oui, peut-être c'est des gens qui sont en difficulté. Bon, on va créer un chantier d'insertion. On a tout de suite créé un chantier d'insertion, le premier du département des Vosges, décentralisé. J'ai tout de suite embauché une vingtaine de personnes pour pouvoir refaire ces maisons-là, etc., avec les entreprises. On est toujours dans un dispositif qui s'appelle insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, j'ai dû embaucher à peu près 600 personnes depuis que je suis maire. Donc, tu vois, c'est... Et de cela, après, on a créé un centre d'éducation à l'environnement. Ce centre d'éducation à l'environnement, pour qu'il existe, on a... je vais vite, hein. On a créé un hôtel rural pour héberger les classes qui venaient, les trucs décentralisés. Ce centre d'éducation à l'environnement, c'est la citoyenneté et autour de l'eau. C'est une ferme pédagogique aussi. On a créé une pisciculture. De cela, donc, c'était la continuité de la façon de concevoir l'éducation, mais on a aussi créé une zone d'activité en parallèle économique, qui est maintenant une zone reconnue où il y a 4 entreprises, et puis on a également repris et on a acheté l'ancien restaurant que l'on a recréé, etc., etc., et on continue toujours avec d'autres créations. Voilà, j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc quand tu me dis un projet, c'est pas un projet, c'est une opération boule de neige, quoi. Voilà. Très bien. Et dans ce sens, Je ne parle même pas de la couveuse d'entreprise qu'on a mis en place
on l'évoquera peut-être après. Et du coup, en parlant là, on a parlé un peu de vos actions que vous avez faites. Et pour les actions, est-ce que vous avez des projets pour la commune des Voivres dans les années à venir? Des projets, c'est la continuité. Ok. Là, on est... Comme on vient encore de racheter une ferme, là, une ancienne ferme, dans le centre du village. Et de cette ancienne ferme, avec la Banque des Territoires, avec différents organismes, on essaye de voir quel objet, quelle finalité lui donner. On réfléchit dans la mesure où, juste à côté, on a installé, créé, rénové, c'est même plus rénové, c'est réhabilité complètement une autre ancienne ferme, où on accueille des artisans d'art. Et ces artisans d'art, ils sont maintenant, parce que c'est une association qui regroupe des artisans d'art professionnels, doivent être une douzaine ou une quinzaine, et ces gens-là, eh bien, on veut leur donner peut-être un atelier de fabrication à côté, on veut peut-être, parce qu'on a des associations nouvelles qui se sont créées, on va certainement faire un tiers-lieu, puisque c'est la mode, il faut faire un tiers-lieu, sinon tu passes pour un con, si tu veux pas de coworking, ben, c'est pareil, donc il y a différentes réponses, voilà, on est dans la réflexion. Mais on fait les choses, on est toujours prêt à accueillir. Ok. D'accord ? C'est ça l'idée maîtresse. Et de quoi êtes-vous le plus fier en tant que maire? Depuis le début de votre mandat, depuis le début du fait que vous soyez maire, est-ce qu'il y a une chose dont vous êtes vraiment fier? Oui, il y a une chose dont je suis, qu'importe, je suis fier, c'est d'avoir fait comprendre, pas seulement à la population locale, mais à tout un système, que tout est possible. C'est de ça que je suis fier. Il suffit de se bouger, il faut une petite dose de courage, une dose de folie également, et puis une seconde. Hein. A few moments later. J'ai différentes fonctions, et ça vous le savez certainement, hein, notamment au niveau des engagements nationaux, etc. Et ce qui est important, c'est que, en fait, mon expérience, qui est quand même assez forte, il n'y a pas à faire du violon, hein, c'est une réalité. Donc ça me permet d'avoir une crédibilité forte auprès de collègues, en leur disant, mais si, bougez-vous, vous pouvez, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et j'ai démontré ici que dans un village sans moyens, on n'a pas de monument historique, on n'a pas de budget de financement particulier lié à une ressource. Voilà, on travaille avec des petites choses, mais on a fait énormément avec ces petites choses. Et je trouve que c'est aussi une impulsion. Ça veut dire que la priorité, c'est en fait de mettre de la vie, et puis quand tu mets de la vie, tu t'aperçois que l'économie, elle peut suivre parce que ça pose des questions. Les jeunes notamment, il y a beaucoup de jeunes maintenant chez nous, et les jeunes c'est normal, ils sont comme moi, ils sont emmerdants, et comme ils sont emmerdants, ils te posent des questions et tu es obligé d'avoir des réponses. Et donc ça stimule et ça permet de réorienter. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur votre mandat de maire? Une anecdote? Quelque chose qui vous est arrivé de oui, rigolo? J'en ai pas qu'une. Il faut choisir. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'elle soit la plus marrante possible. Il faut quand même faire une anecdote quand même. C'est que quand on a voulu, puisque ici on a un habitat dispersé, organiser le ramassage scolaire, parce que le ramassage, c'est la commune qui le fait, d'accord? Même si on est aidé par la région maintenant qui ont la compétence, mais c'est la commune qui le fait. Et donc on a des bus, quand on a voulu acheter le premier bus pour ce ramassage scolaire, le président du département à l'époque donnait une subvention pour l'achat d'un bus neuf, d'accord? Et nous on n'avait pas les moyens d'avoir un bus neuf, par contre j'avais trouvé un bus d'occasion, d'une bonne occasion d'ailleurs, et on a toujours acheté des bus d'occasion. Et quand je lui ai demandé une subvention, il m'a dit que c'était pas possible parce que c'était pas neuf. Bon, ben je lui ai dit c'est pas un problème puisque tu veux pas me donner une subvention alors que moi, ce qui m'intéresse c'est le service rendu, c'est pas le bus s'il est neuf, s'il est beau, s'il est jaune ou s'il est noir.
Bon, ben écoute, c'est pas compliqué. C'était une époque très difficile où on ne me faisait vraiment pas de cadeaux. Je dis, ben voilà, j'ai un tracteur communal, un petit tracteur, une remorque, je vais faire une pancarte, je vais ramasser les gosses avec le tracteur et leur remorque, et sous la pancarte, je marquerai le ramassage avec l'aide du Conseil général. Et comme tous les médias venaient, j'ai reçu tous les médias de France ici, et le résultat, c'est bien le président, il me dit, tu me fais chier, tu veux combien? J'ai eu un bus, une subvention. Tu vas toujours trouver pour arriver à amener les gens à aller dans ton sens. Voilà une anecdote. Très bien, mais merci beaucoup pour cette anecdote. Et maintenant, on va passer plus à la dernière partie qui est sur la réflexion et sur vos idées de manière plus générale, plus au niveau plus national, moins sur votre commune. Déjà en plus, parce que vous êtes président de l'association des maires ruraux de France aussi, qu'il faut préciser à ceux qui nous regardent. Et dans ce sens, j'ai une première question. Quelle réponse politique pouvez-vous apporter à la disparition progressive des commerces et du service public en milieu rural? Alors, l'avantage, c'est que j'ai été commerçant en milieu rural. Donc, je l'ai vécu. Oui. J'avais un magasin de fleurs à Bas-les-Bains qui est à côté, 1700 habitants, donc tu vois. Et puis, j'avais un magasin de fleurs à Épinal, 25 000 habitants, ou 30 000, ça dépend comment. Ça veut dire, et puis bon, j'ai eu d'autres magasins dans d'autres endroits, mais ça veut dire dans deux lieux qui sont différents. Un étant quand même classé urbain, et puis l'autre, petit bourg-centre, quoi. Alors, la difficulté, elle est simple. La difficulté, elle est que la façon de consommer a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Alors, faire croire que l'on peut réinstaller dans tous les villages ou dans beaucoup de villages du commerce, c'est une utopie totale. Et c'est fourvoyer les gens parce que celui qui définit le commerce, c'est quand même le consommateur. Et le consommateur, à un moment donné, il s'est laissé attirer, et on peut le comprendre, pour des raisons X, par la grande distribution. La grande distribution a été le premier fourvoyeur du commerce local. Et ça m'a toujours surpris que les maires et les responsables de villes, notamment de villes, déplorent, parce que maintenant c'est crucial quand même, déplorent l'absence de commerce en centre-ville, quelle que soit la taille de la ville, alors qu'en 40 ans, 50 ans, aucune grande surface n'existait en extérieur. Tu allais d'une ville à l'autre, tu découvrais la ville d'une façon différente. Tiens, cette ville, on est dans telle agglomération, on est dans telle ville. Aujourd'hui, on te met quelque chose sous les yeux, on t'amène, toutes les villes vont se ressembler. Toutes les entrées de ville sont les mêmes. Toutes. Et donc, on a déshabillé les centres-villes et aujourd'hui, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire de ces centres-villes? La ville a été créée pour l'échange, pour le commerce, essentiellement, rassembler les gens, et c'est là que se pratiquaient les échanges. Or, les échanges ne se font plus de cette façon-là. Et maintenant, en plus, il y a le commerce en ligne. Donc, si on veut revaloriser du commerce en milieu rural, il faut que ce commerce se pratique différemment. C'est-à-dire utilise les besoins et les envies du consommateur actuel qui sont complètement différentes. Donc il y a tout à réinventer. Ça, c'est aussi simple que ça. Par contre, la Covid a permis aussi de faire comprendre que de temps en temps, on avait besoin de proximité. Et que cette proximité, pour X raisons, interdiction de 10 km, machin, truc, etc. Donc, j'espère que ça ne va pas continuer, bien entendu. Mais ça veut dire aussi qu'il faudra peut-être trouver l'équilibre entre ce qui peut être de proximité et offrir ce service de proximité. Mais à mon avis, il faudra que ça soit aidé.
parce qu'un commerçant ne peut pas vivre. Ma fille qui a voulu reprendre le commerce de fleurs, ben, elle n'a pas pu continuer, hein. L'affaire a cessé. Et aujourd'hui, on parle, puisqu'il y a le programme Petite Ville de demain, etc., les liés à la NCT, j'en suis le premier vice-président. Donc, je veux dire, c'est pas la peine de réinventer. Le commerçant ne pourra pas vivre. Hein. Donc, soit on essaie de comprendre cela, et puis on se dit, ben, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait, c'est pas compliqué, hein, ou on subventionne le fait que la personne tienne une réponse de proximité pour qu'elle puisse en vivre. Et à ce moment-là, on passe dans un autre domaine, c'est plus l'indépendant, ça, c'est plus le commerce indépendant, c'est un commerce d'une forme salariée, parce que ça aussi, ça peut être une solution, si on veut des réponses locales. Ou alors on se dit il faut faire autre chose dans ces centres-bourgs et ne pas se focaliser sur de vouloir recréer du commerce à tout prix, créer peut-être d'autres choses, d'autres lieux de vie. C'est un problème on est dans une bascule complète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas forcément on ne doit pas pouvoir penser que l'on peut vivre sur un commerce s'il n'y a pas une zone de chalandise qui est suffisamment forte, avec une attraction forte, sinon ça ne fonctionnera pas. Et justement, pour les habitants et pour les entreprises aussi, quel avenir vous voyez à la ruralité ? L'avenir, elle est pas seulement pour le commerce, hein, parce que le commerce n'est pas la seule réponse. Hein. Je crois que depuis toujours, d'ailleurs, que, encore une fois, la ruralité a des atouts. Et ces atouts, ils sont forts, mais ils ne sont pas, pour l'instant, quantifiables ou mal quantifiés. Et si on parle aujourd'hui d'aménité rurale, c'est-à-dire ce que peut apporter comme bienfait cette ruralité, il faudra que quelqu'un paye pour cela. Au même titre qu'on a décidé à un moment donné que les villes avaient des frais de centralité et que les dotations d'État, par exemple, allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire la dotation générale de fonctionnement faisait en sorte qu'une agglomération urbaine, si on lui donnait 1 euro ou 2 euros, si on donnait 2 euros à une agglomération urbaine, à un village, on donnait 1 euro par habitant. On est dans cette... parce qu'on avait compris que la piscine, que le gymnase, que le stade, que tous les services se trouvaient dans cette centralité et que cette centralité avait un coût pour l'agglomération, ce qui était une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on a créé et intensifié l'intercommunalité, ce qui fait que l'intercommunalité étant obligatoire, les communautés urbaines, communautés d'agglo, communautés de communes sont là, et tous ces frais de centralité qui appartenaient à une seule commune ont été transférés à l'intercommunalité. Ça veut dire que tout le monde paie maintenant pour cela. Et pourtant, la commune centre continue à bénéficier d'une dotation 2 fois supérieure à la commune rurale. Donc, à un moment donné, il faudra aussi que tout le monde paie pour le fait qu'il y a de l'espace et que cet espace, il donne une réponse au bien vivre, à faire de venir découvrir les forêts, de venir découvrir le plan d'eau, de venir se reposer, de venir se réoxygéner, etc. Et personne ne paie pour ça. T'es en vélo, vous êtes en vélo. Oui. Mais tu serais venu en voiture, tu pourrais te garer, là. Jamais tu verras un village de 200-300 habitants avec un stationnement payant. Quand tu vas en ville, tu peux aller partout, hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et pourquoi qu'on ne ferait pas payer un stationnement en forêt pendant 1 heure ? Parce qu'il faut bien y accéder, ça veut dire qu'on emprunte une route. Cette route ou ce chemin, il est à la charge de qui ? À la charge de la commune seule. Tant mieux que des gens viennent chez nous. Mais donc tout cela est à réfléchir autrement. Hein, il ne faut pas que ça soit... et pourtant, encore une fois, les gens qui ont fait l'expérience de venir, et notamment, j'ai parlé des jeunes qui se sont installés dans ma commune, mais dans d'autres communes aussi, hein, eh bien, ces jeunes, ils ne veulent pas forcément se retrouver dans un milieu différent. Hein.
si effectivement on leur apporte les services qui sont nécessaires que tout un chacun. Alors, le premier service, c'est l'école, après, etc., etc. D'accord. Merci, monsieur le maire, pour cette réponse et pour ces deux questions sur la ruralité en général. Maintenant, on a une question. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux gens qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo? Encore une fois, s'il y a un message à faire passer, c'est aimez-vous, commencez à vous aimer vous-même, si vous voulez premièrement aimer les autres. Ça serait le premier message. Et le deuxième, ça serait de dire vous devez chercher à regarder et à ne voir que ce qui peut présenter un avantage, pas seulement pour vous, mais d'une façon collective, et après, avoir ce fil rouge et cette détermination pour arriver à finaliser l'ambition que vous pourriez avoir. Et sans jamais vendre votre âme au diable. Ne vous laissez pas trop influencer par des sirènes, parce que, je voudrais pour conclure, qu'on reprenne la devise de la commune, et ma devise, qui sera d'ailleurs sous ma pierre tombale. L'inscription est en train de se préparer, toi. Il faut que ça se sache après. À jamais libre et non incorporable. C'est une belle devise. C'est une belle devise. Hein. Oui. Ça fait l'indépendance du village. C'est l'indépendance du village. C'est pas pour ça qu'on ne travaille pas ensemble. C'est pas pour ça que je n'ai pas des responsabilités dans d'autres structures. Et je suis vice-président d'une com d'agglo. Hein. Donc je suis pour l'intercommunalité aussi. Mais non. On a chacun notre carte à jouer. Et il faut que chacun puisse effectivement la jouer à fond. Mais pour cela, encore une fois, il faut se les hanches. Voilà. Très bien. On en reste là. Est-ce qu'on peut vous poser une dernière question pour conclure? Ça vous dérange pas? Vas-y. C'est une question très générale pour ouvrir un petit peu la fin de cette interview. Qu'est-ce que vous pensez en tant que maire élu de la République, et maire, donc l'élu de la République le plus proche des citoyens, qu'est-ce que vous pensez de l'état de notre pays actuellement? Ah oui, ça c'est une question, si c'est ta dernière, c'est bien. Hein. On arrête à peu près. Je crois que, avec l'expérience que j'ai, et l'absence d'implication, je n'ai jamais été impliqué dans un parti politique, vous l'avez compris, j'ai toujours été un indépendant, et quelle que soit l'origine d'une proposition, d'une idée, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, de ce que vous voulez, je m'en fous, pourvu que cette idée présente un intérêt, je la soutiendrai. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance quand même la chance d'avoir, comme tout pays européen, parce qu'on est en Europe, on a la chance d'avoir des potentialités qui sont fortes, des atouts incontestables. Et pourtant, chacun se plaît plutôt, ou beaucoup, parce que beaucoup se plaisent plutôt à essayer de démontrer que rien ne va, qu'on a un pessimisme incroyable. On va prendre un seul exemple, hein, et là je vous le dis, c'est un engagement que j'ai de fort. Hein. On va prendre un seul exemple. La Covid a révélé quoi? A révélé qu'il y avait effectivement une non-préparation au départ pour pouvoir, et une non-connaissance, premièrement, de la pandémie, parce qu'il fallait être modeste quand même, on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer, mais on sentait qu'il y avait une non-préparation de cela, on n'était pas prêt à une pandémie. Eh bien, une fois que l'on arrivait à être capable de pouvoir plus diriger cette
organisation-là, mais on s'aperçoit que les masques, c'est effectivement, il n'y a pas de masque au départ, mais on en a maintenant, les gens ne veulent plus les mettre, d'ailleurs moi j'en veux pas, hein, mais je suis vacciné, par exemple. On n'avait pas de vaccin et on souhaitait avoir un vaccin, mais une fois qu'on a les vaccins, il y en a qui ne veulent plus se vacciner, etc. etc. Je veux dire, on n'a pas... ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est qu'il n'y a plus forcément une vue d'ensemble. Il y a un égoïsme total de beaucoup de gens, et je crois qu'il y a un travail à faire là pour faire en sorte que cet égoïsme-là, eh bien, il doit un jour être assumé par ceux qui l'ont. Tout simplement, responsabilisons les gens. Et les responsabiliser, c'est se dire, bah, c'est ton choix, puisque c'est au nom de la liberté que tu veux pas, bah, viens pas nous emmerder à ce moment-là. Hein. T'assumes. Si effectivement tu es malade, bah, tu te débrouilles tout seul, puisque tu n'avais pas besoin de la société pour. Et donc, je trouve que et puis il y a eu, et puis c'est la dernière chose, et puis on a toujours critiqué les gouvernements, quels qu'ils soient, droite, gauche, etc. Et ils ont souvent été critiquables. On critique aujourd'hui le gouvernement actuel et il est critiquable. Mais il apparaît un nouveau phénomène qui n'est plus une critique comme elle existait auparavant, mais on retrouve une forme de haine que j'ai rarement rencontrée. Jamais je n'avais rencontré une haine aussi forte vis-à-vis d'un président depuis voilà, j'en ai quand même connu quelques-uns. Il y avait des oppositions, on n'aimait pas la façon de faire de Giscard, de Chirac, de Gaulle. J'étais à un moment donné assez remonté contre De Gaulle pour X raisons, et pourtant aujourd'hui, il est là. C'est moi qui l'ai mis là. Mais il n'y avait pas de haine. Aujourd'hui, il y a une. Je ne peux pas dire que Sarkozy il laissait indifférent quand même. C'était quelqu'un qui avait des opinions très tranchées. Il y a des moments où tu disais, mais où c'est qui va? Mais il n'y avait pas cette haine qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis d'un président de la République. Et ça, je trouve que ça, c'est assez grave. Et il faut absolument qu'on revienne avec raison voilà, sur ce genre de situation.